Troisièmement, il faut rendre sa dynamique au marché intérieur. C'était un grand dessein que Jacques Delors a porté à bout de bras. Il a été configuré sous son prédécesseur, le président de la commission Thorne, un luxembourgeois. Bon, on a eu Schengen, la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Je vous le dis toujours parce que certains oublient de le mentionner parfois. Mais bon, ça reste quand même excessivement difficile aujourd'hui de tirer le plein bénéfice. Le marché unique n'est pas un marché unique. Trop de segmentation, trop de particularismes nationaux, trop de protectionnismes nationaux. C'est vrai, il faut y aller doucement. On ne peut pas non plus... Un certain nombre de secteurs qui ne sont peut-être pas ouverts à la concurrence internationale, la concurrence européenne. Il faut prendre ça avec des pincettes, particulièrement en temps de crise. Mais finalement, il est de l'avis non seulement de la Commission, mais de tout économiste qui se respecte un tout petit peu, que les barrières en place aujourd'hui entre nos marchés nous coûtent beaucoup plus cher que la levée de ces barrières et les opportunités que ça ouvrirait. Donc il y a un certain nombre de projets en cours. C'est le projet mini-marché avec une priorité pour le marché numérique. Là aussi, nous sommes dépassés par nos amis américains. Il y a l'examen du futur paquet marché intérieur, des biens et des services. Il y a la mise en œuvre du programme REFIT, ça c'est un truc relativement compliqué, mais en gros, il s'agit de mieux expliquer aux sociétés qui décide de quoi et de légiférer simplement, de manière à ce que l'entrepreneur français comprenne parfaitement le marché polonais très vite, qu'il y ait les mêmes garanties aussi, qu'il y ait les mêmes possibilités. Il y a le plan d'action pour le commerce de détail. Il y a le Small Business Act. Ça, c'est quelque chose qui est conçu particulièrement pour faciliter la pénétration sur les marchés internationaux des petites et moyennes entreprises. Il y a la mise en œuvre de l'Union de l'énergie. C'est un sujet capital aujourd'hui. Vous êtes parfaitement conscient. Vous, peut-être pas tellement en France, parce que vous avez l'énergie nucléaire, mais que nous dépendons à 80% des livraisons de gaz de M. Poutine, donc un tout petit peu de son bon vouloir aussi. Nos amis ukrainiens l'ont appris douloureusement parfois. Et enfin, il y a, et je vais y venir aussi, la compétitivité européenne dans un cadre global et transparent. Alors là, il s'agit de parachever l'union économique et monétaire. On a l'euro, c'est vrai. Le rapport des 5 présidents qui projettent un tout petit peu l'Europe économique et monétaire dans l'avenir dit que les institutions qu'on a mises en place pour l'euro, pour le moment, sont là. Faisons-les travailler. La plupart sont de création récente dans le cadre de la crise 2007 et ensuite la gestion de la crise de l'euro en Grèce. Elles n'ont pas fait leurs preuves. Avant d'en créer de nouvelles, faisons déjà en sorte que ce qu'on a marche. Cela dit, on n'a pas encore de gouvernance économique à proprement parler. Or, sans gouvernance économique, c'est très difficile d'assurer une gouvernance propre au plan monétaire. Et on le voit, et c'est assez cocasse d'ailleurs, quand on va au Fonds monétaire international à Washington, qui fait grosso modo ce que, au plan mondial, ce que l'euro fait au plan européen, il n'y a pas de porte-parole de l'euro. On est dans des groupes où l'euro n'a pas voix au chapitre. C'est extraordinaire. Quelqu'un a mentionné la Troïka. On va avec la Troïka, donc le FMI en Grèce. Oui, mais à Washington, on n'a pas voix au chapitre. Enfin bon, il y a un certain nombre de petits dysfonctionnements au niveau de la gouvernance, des trucs relativement simples. Conférer un peu de pouvoir aux représentants, au président de l'Eurogroupe et lui conférer aussi les moyens financiers, autres que ceux qu'il a maintenant, pour vraiment pouvoir intervenir en cas de coup dur. Il ne les a pas tout à fait encore. On y travaille. Mais là, je crois qu'avec les Luxembourgeois, avec Jean-Claude Juncker aussi à la présidence de la Commission, ça sera un tout petit peu plus facile qu'avec d'autres États. Il y a un autre facteur qui est très important pour instaurer un peu d'équité sur les marchés, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont en cours.
Il y en a une qui est relativement peu spectaculaire, ça s'appelle l'ACCIS, l'assiette communautaire commune sur l'impôt sur les sociétés. Il s'agit tout simplement que dans les 28 pays, on taxe les sociétés à peu près sur les mêmes choses. C'est un facteur de prévisibilité, ça facilite l'interpénétration des marchés. Ça facilite aussi, surtout à nouveau, le travail des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer les cabinets d'avocats luxembourgeois pour leur expliquer où est-ce qu'il faut investir et quelle est la situation fiscale locale. Donc, l'ACCIS, on aura un projet d'ici la fin de la présidence. C'est appelé à évoluer. Après, on verra si elle sera obligatoire ou non, et s'il faut travailler un peu encore sur l'assiette ou non. C'est un problème technique, mais je crois qu'on tient le taureau par les cornes dans ce dossier-là. Et puis il faut faire quelque chose pour éviter la fraude fiscale, contrairement à ce qu'on pourrait y croire. C'est vrai, le Luxembourg en a profité, mais il en a beaucoup souffert aussi. Il y a beaucoup d'argent qui aurait pu être taxé à Luxembourg qui ne l'a pas été. Il ne vous aura pas échappé qu'au Luxembourg aussi, il y a des problèmes de dépenses et de recettes publiques. Le premier, je dirais le principal succès c'était le Conseil ECOFIN, je crois, du 6 octobre, où les ministres de l'économie et des finances ont accordé politiquement qu'il y aura le 1er janvier 2017, je crois, une directive concernant les fameux rescrits fiscaux. Alors, qu'est-ce que c'est que le rescrit fiscaux ? Initialement, c'était quelque chose qui devait faciliter le travail des entreprises. Elles venaient voir le fisc, elles nous disaient, pour tel exercice, qu'est-ce que sera le meilleur taux que, selon la loi, prenons la luxembourgeoise au hasard, vous me chargerez ? On leur dit, c'est ça, point. Là où ça a eu un effet pervers, c'est qu'en combinant les différentes législations nationales, entre les pays européens et d'autres pays, on arrive à un système où les grandes entreprises, ceux qui peuvent se payer les bons cabinets d'avocats, ne payent plus d'impôts du tout. Ce n'est pas la non-double imposition, mais c'est la double non-imposition. Et ça, c'est un effet particulièrement pervers. Vous payez des impôts, moi j'en paye. Moi j'ai un problème avec le fait que, comment s'appelle le truc là qui vend du café où nos enfants vont, que sur un chiffre d'affaires de 160 milliards, ils ne payent que 200 000 euros de taxes. On ne peut pas vendre l'Europe comme ça, c'est profondément contestable, c'est inacceptable. Donc cette direction s'attelle au problème, se pose un autre problème, on peut peut-être après en parler un tout petit peu, qui est celui de l'harmonisation fiscale entre les pays européens. C'est un autre problème, mais à mon avis, on devra y arriver aussi. Les travaux sont en cours, on discute, les États membres avec la Commission sur le sujet, et vous seriez surpris d'apprendre que ce n'est pas le luxembourgeois qui bloque. Il y a pas mal d'autres pays qui ont des difficultés autrement plus considérables que nous avec cette évolution. Puis vous avez vu notre coopération avec l'OCDE aussi, les travaux sur le BEPS, Base Erosion Profit Shifting, c'est toute la problématique des pratiques fiscales agressives qu'il va falloir régler à l'intérieur de l'Europe. Les Luxembourgeois sont tout à fait en faveur de cela, la présidence en premier. Nous, simplement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire attention. Le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Union européenne. Nous sommes en pleine mondialisation. Le commerce extérieur, les flux financiers concernent les 250 pays du monde. Si nous nous imposons un régime rigide, strict, limité à 28 pays, nous allons nous tirer une balle dans le pied. Ce que ça va engendrer, c'est que les investisseurs, ils vont aller là où il y a le moins d'imposition, le moins de taxes possible. Donc il faut être prudent, il faut travailler avec le G20, avec l'OCDE. C'est en cours. Là aussi, nous n'y agissons pas en tant que présidence, mais la Commission travaille en étroite collaboration tant avec le G20 qu'avec l'OCDE.
Je mentionne encore en passant nos négociations avec les Américains, le TTIP ou le TAFTA qui excite beaucoup les gens. Je ne sais pas si vous avez pu lire, il y avait un article très intéressant, une interview de l'AMI aujourd'hui dans les Échos, qui expliquait un peu les enjeux du TAFTA. C'était bien fait, je vous invite tous à le faire, mais je peux aussi répondre à vos questions. Bon, voilà pour le volet économique et social et financier. Les migrations, vous avez vu que Jean-Claude Juncker aujourd'hui a appelé un nouveau sommet sur les migrations. En fait, les migrations, on ne va pas se mentir, c'est un problème relativement complexe. Premièrement, nous avons une obligation effectivement vis-à-vis de ces gens qui quittent pour des raisons politiques leur pays. Nous sommes obligés de les recueillir. Mais c'est aussi une obligation entre les pays européens de se répartir la charge. Il ne saurait être que les Français accueillent autant de gens, les Allemands autant, mais les Hongrois zéro. Donc il faut une répartition équitable de cette charge. Et puis finalement, il faut aussi que nos citoyens acceptent je ne vous apprends rien, on est dans un contexte préélectoral, les régionales, avec une cristallisation, une crispation autour de l'élément de l'immigration sauvage. Maintenant, ceci vient se joindre à un contexte déjà politiquement relativement difficile, donc il faut aussi que les citoyens porte cette politique. Donc il faut expliquer davantage, il faut banaliser peut-être aussi un tout petit peu ces questions, remettre l'église au milieu du village, comme diraient les luxembourgeois. Et là, on en est là, on est dans un débat politico-démago relativement dangereux qui ne fait rien à la chose et qui ne résout pas les problèmes. Encore que je comprenne aussi les préoccupations des citoyens. Enfin bon. Donc la tâche de la présidence luxembourgeoise est difficile. Il faut qu'on maintienne les pays de l'Europe de l'Est à bord. Il faut garder une cohésion entre les 28 États membres. C'est extrêmement difficile. Il faut qu'on offre des solutions pratiques, pragmatiques, sur le terrain pour aider ces gens. Vous avez peut-être vu les images hier soir aussi sur la frontière slovène. Ces gens qui piétinaient dans la boue, dans le froid, c'est insupportable. Ça m'a rappelé les images après la Deuxième Guerre mondiale. Moi, j'ai grandi dans un contexte post-Deuxième Guerre mondiale, sauf que c'était en couleur, c'était plus en noir et blanc. Et quand je vois nos amis hongrois, j'ai beaucoup de respect pour eux, et c'est vrai qu'ils rencontrent une situation particulière. Ils ont, en quelques semaines, eu des dizaines de milliers d'afflux. Aucun pays ne pourrait faire face à cela. Mais bon, il y a en 89 un ministre des Affaires étrangères hongrois, Gyula Horn, du régime communiste, arrache les barbelés sur la frontière autrichienne, je crois, et aujourd'hui, un Premier ministre démocratiquement élu les remet. C'est difficile à comprendre et c'est difficile à communiquer l'Europe aussi à vous, chers concitoyens. Donc là, il y a beaucoup à faire. C'est pas facile. Jusqu'à présent, on tient à équidistance les problèmes, on arrive à les résoudre. Les premiers centres d'accueil sont en place. Ils fonctionnent déjà sur l'île de Lampedusa et sur l'île de Lesbos, je crois. Pour votre information, donc on est en train de procéder aux enregistrements parce que qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Ils venaient dans les centres, les Italiens ou nos amis grecs ou hongrois les gardaient 2 ou 3 jours et puis ils partaient. Point. Bon, ça c'est terminé, mais ça nous obligera d'ici la fin de 2016 à accueillir officiellement à peu près 160 000 réfugiés, ce qui pour une population de 500 millions, à condition qu'on respecte un certain nombre de principes, devrait être acceptable. Mais je crois qu'il faut aussi expliquer aux citoyens que vous êtes qu'il n'est possible d'être généreux que si nous avons une frontière extérieure autour de l'Europe que nous arrivons à garder. C'est notre droit, c'est légitime. Or, pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas à cause de Schengen. Ça, c'est de la bêtise. Schengen ou pas Schengen, c'est pas pour ça qu'on arrivera à mieux préserver nos frontières extérieures. Par contre,
on a un certain nombre d'instruments en place, comme Frontex, qui sont insuffisamment équipés, financés, n'ont pas les ressources humaines. On ne pourra jamais rendre étanche la frontière de l'ensemble du groupe Schengen. C'est un rêve, ça ne marche pas. Mais on est loin de la situation idéale à laquelle on pourrait arriver. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais ça a un prix, ça a un coût. C'est-à-dire il va falloir puiser dans les dépenses publiques, les creuser un tout petit peu, d'où la proposition aussi luxembourgeoise de donner à considérer dans les critères de Maastricht. Vous savez que dans des situations extraordinaire, un État peut creuser un tout petit peu son déficit national à condition de financer des mesures qui sont devenues impérieuses. Notre proposition à nous, c'était de convaincre la Commission de considérer ce type de dépenses-là, justement, comme ne pas étant éligible pour être sanctionné dans le cadre de l'application du pacte de stabilité et de croissance. Bon, c'est tout bête, c'est tout simple. J'espère que ça marchera. On y travaille. Peut-être qu'on arrivera à convaincre M. Schäuble. C'est pas encore gagné. On peut parler de l'état de droit si vous avez des questions sur le sujet. Il y a la réforme de la protection des données personnelles. C'est la problématique de l'échange des informations PNR, c'est-à-dire est-ce que nous, Européens, nous pouvons faire entre nous ce que nous faisons déjà avec les Américains? Sommes-nous prêts entre nous de nous échanger les informations que nous avons collectées sur des personnages potentiellement dangereuses? Nous n'y sommes pas encore. Le Parlement européen a des difficultés avec, pas seulement pour de mauvaises raisons d'ailleurs, mais le fait est que nous le faisons avec les Américains, donc il faudrait qu'on se hâte un tout petit peu, sinon le citoyen européen n'y comprendra plus rien. Peut-être un mot sur l'Europe politique. Est-ce que fameux géant économique avec les pieds politiques en argile, malheureusement ça reste une réalité. Malheureusement, nous avons à l'intérieur de l'Europe un modèle de société. Bon, il diverge un peu de pays en pays, c'est vrai, mais en grosso modo, nous nous inspirons de la social-démocratie. C'est quand même un modèle qui est très loin du modèle américain ou du modèle chinois, s'il y en a un. Si nous n'arrivons pas à configurer une Europe politique capable de parler d'une voix aux Nations Unies, au G20 ou ailleurs, nous risquons de perdre ce modèle. C'est aussi bête que ça. Je crains un tout petit peu que l'Europe politique, nous en sommes assez éloignés parce qu'elle pose des questions extrêmement difficiles liées directement à la souveraineté nationale. Mais après tout, si nous avons une monnaie commune qui est aussi une des 5 fonctions régaliennes, il devrait être possible d'avancer un tout petit peu dans le domaine de la politique étrangère. Moi, j'ai été choqué ce matin, donc vous l'avez dit, je représente le Luxembourg à l'UNESCO. Eh bien, à l'UNESCO, l'Union européenne n'est pas membre, elle est observatrice, mais le représentant de l'Union européenne ne peut pas parler au nom de l'Union européenne parce que le représentant britannique à l'UNESCO s'y oppose, parce que ce n'est pas conforme au statut que l'Union européenne, aux yeux du Royaume-Uni, occupe. Or, comme c'est une matière où on marche à l'unanimité, l'Union européenne ne peut pas parler d'une seule voix à travers la voix de son représentant à l'UNESCO, alors que nous sommes aujourd'hui le premier bailleur de fonds avec quelques dizaines de milliers d'euros. C'est pour vous expliquer à quel point où nous en sommes. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Là, par contre, un petit pays comme le Luxembourg a un peu plus de mal à faire avancer les choses qu'un grand pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Enfin, je l'ai touché, c'est la démarche vers le développement durable. Fondamentalement, les positions pour arriver à un succès sont à la COP 21 sont bonnes. Ce n'est pas que le président Hollande qui le dit. Je peux vous dire qu'en tant que représentant de la présidence, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé aussi avec les organisateurs français. Nous avons actuellement à peu près 120 pays qui ont déposé des propositions qui sont sérieuses. Il reste à trouver l'argent pour alimenter le fonds vert, 100 millions de dollars
ou d'euros, peu importe, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Bon, 100 millions, ça peut paraître beaucoup. Probablement, ça correspond à peu près à ce que rapporte la falsification des sacs Louis Vuitton en Chine. Donc, à mon avis, on devrait relativement facilement pouvoir les trouver. De là à introduire une taxe sur les transactions financières est un pas que la représentante de la présidence luxembourgeoise ne franchira pas ici. Mais bon, pour vous dire ça. Enfin, après la COP21, ce n'est qu'un début. Il va falloir continuer à travailler dessus. Vous êtes ici dans une région à côté du Luxembourg. Vous savez que les Luxembourgeois, ce sont les plus gros consommateurs d'essence au monde et notre empreinte carbone est la plus grosse au monde parce que vous venez tous prendre de l'essence à Luxembourg, ce qui est très bien parce que ça nous rapporte un tout petit peu d'argent quand même. Mais bon, pour vous dire aussi qu'à l'intérieur de l'Union européenne, nous avons maintenant une position qui nous a coûté, nous Luxembourgeois, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'il a fallu compenser cette empreinte carbone, mais nous sommes fiers de l'avoir fait, c'est absolument indispensable de le faire. Voilà, je pourrais continuer, mais là je dois boire quelque chose et je crois que vous avez peut-être hâte de poser quelques questions aussi. Merci de votre attention, désolé d'avoir été aussi bavard et merci de votre présence.